Disons que ce graphique représente l'évolution des dépenses publiques. Et pour mieux justifier des mesures d'austérité, certains aimeraient montrer que les dépenses sont hors de contrôle. Comment faire ? Facile. On comprime l'axe horizontal et on étire l'axe vertical au maximum. Et à l'inverse, si on veut montrer une augmentation raisonnable des dépenses, il suffit de comprimer l'axe vertical et d'étirer l'axe horizontal au maximum. Regarde-moi ça, Bambou, voilà un pays qui gère ses finances en bon père de famille. Mais pour plier les chiffres dans notre sens, il n'y a bien sûr pas que les jeux d'étirement. On peut aussi faire de la décapitation. Édition spéciale. Selon les sondages, 39% des léopards veulent rester dans l'UF. Mais oui, vous savez, l'Union des félidés. Et ils ne sont que 37% à vouloir la sortie de l'Union. Face à ces chiffres, bien sûr, le camp des unionistes jubile. Mais tout n'est pas parfait. 39 versus 37, ça reste serré, et c'est d'autant plus apparent quand on représente graphiquement les chiffres. Comment visuellement creuser l'écart ? Eh bien, en décapitant le graphique et en encadrant le sommet, ce qui revient essentiellement à ne pas faire démarrer l'axe vertical à 0. Quoi, tu trouves ça grossier, Bambou ? Pourtant, c'est utilisé tout le temps pour accentuer les différences. Par exemple ici, où on dirait que le camp des anti-UE au Royaume-Uni écrase les pro-européens. Alors que si on redessine les choses en démarrant l'axe vertical à 0, ça apparaît tout de suite moins tranché. Autre astuce, parlons tarte. N'est-ce pas beau d'à quel point la part en vert semble plus grande que la part en violet ? Pourtant, si on en croit les pourcentages, c'est bien la part violette qui est plus grande. L'astuce ici, c'est la perspective spatiale. Plutôt que de représenter la tarte vue par le dessus, comme le ferait toute personne sérieuse, non, il s'agit d'incliner le bazar dans l'espace, de sorte à augmenter l'importance visuelle de certaines parts et diminuer celle d'autres parts, avec un impact parfois spectaculaire sur le ressenti des chiffres. Mais tu sais, Bambou, manipuler les nombres par les graphiques, c'est en réalité un truc de niveau débutant. Et comme tu deviens grande, je crois qu'il est temps qu'on passe au niveau supérieur. Ce qu'on va faire via 3 cas d'études bien réels. Quelque part en 2018, cette news a fait le tour des réseaux. 8 Français sur 10 croient aux théories du complot. Le choc. Mais quelques temps plus tard, nouvelle étude et retournement de situation. Les Français ne sont finalement que 35% à croire aux théories du complot. Ouf. Sauf qu'en fait non, nouvelle étude, et voilà que le chiffre regrimpe à 60%. Ça alors. Il faut savoir qu'en science, quand la mesure du phénomène qu'on étudie fluctue de façon aussi folle, c'est généralement pour l'une de 2 raisons. Soit le phénomène étudié est par nature très instable, soit c'est la façon de le mesurer qui manque gravement de fiabilité. En l'occurrence, quand on parle d'adhésion au complotisme, je ne crois pas que les Français sont des girouettes qui se lèvent ultra-complotistes le matin pour changer d'avis au lunch après un morceau de camembert et finalement redevenir complotistes le soir après un verre de vin. Le problème ici, c'est la fiabilité des mesures, c'est-à-dire la fiabilité de la méthodologie. Analysons cette méthodologie. D'abord, on prend un échantillon de sondés, supposé représentatif de la population cible, ici les Français. Jusque-là, pas de souci. Ensuite, on leur soumet une liste de théories du complot, du genre « Le coronavirus n'est pas un accident, mais intentionnel. Il existe un complot LGBT+ mondial pour saper les valeurs morales traditionnelles. » Ou encore « Les premiers pas sur la Lune en 1969 ont été mis en scène. » Enfin, on demande aux participants de cocher ce qu'ils croient. Et dès qu'un complot est coché, la personne est déclarée complotiste. Voilà. Est-ce que tu vois le problème avec cette méthodologie, Bambou ? Non ? Supposons que tu veux montrer une faible adhérence des Français aux théories du complot. Peut-être as-tu reçu des centaines de milliers d'euros de subsides pour lutter contre le complotisme et qu'on te réclame maintenant des comptes. Il s'agit donc de montrer que tu as eu de l'impact. Tu soumets donc une liste de complots à un échantillon de gens, mais tu vas soigneusement concevoir ta liste, ne proposant à tes sondés que des complots vraiment farfelus, du genre « La Lune n'existe pas, c'est juste un hologramme »,« Le monde est secrètement gouverné par des Illuminati depuis une base cachée dans un volcan ». La communauté LGBT+, se réunit tous les dimanches soirs pour écouter Lady Gaga en buvant le sang de nouveau-né. C'est clair qu'avec des trucs pareils, tu n'auras pas grand monde qui cochera, et donc tu pourras conclure que, bien joué, le complotisme est en baisse en France, sûrement grâce à tes actions. Manipulation trop flagrante. Tu peux aussi jouer sur la longueur de la liste présentée aux sondés. Plus cette liste sera longue, plus il est probable qu'au moins un complot soit coché, et que le sondé soit déclaré complotiste. Et plus la liste est courte, moins il y a de chances qu'un sondé coche quoi que ce soit, et que le sondé soit déclaré complotiste. Jouer sur la longueur de la liste va donc, subtilement, te permettre d'ajuster le pourcentage de complotistes détectés.
Dans l'absolu, bien sûr, les études sur le complotisme en France déjà réalisées restent intéressantes. Mais tant que la méthodologie de ces recherches ne sera pas davantage standardisée, difficile de les comparer. Chaque année en Belgique, l'Office belge de statistique, ou Statbel, publie son petit rapport sur les salaires dans le pays. On apprend ainsi qu'en 2022, le salaire brut moyen des Belges, c'était 4 000 €. Une info relayée avec enthousiasme par la presse et sans aucun recul, y compris quand on nous montre ce graphique sur le salaire des femmes versus les hommes dans différentes catégories d'âge, poussant à conclure que, à part chez les vieilles générations, l'écart salarial est faible. Chouette alors, vive l'égalité des femmes et des hommes. Quand tu étudies un phénomène bambou, il y a toujours un point clé à définir, ce qu'est la population cible, c'est-à-dire l'étendue du phénomène. Si tu veux comparer l'intelligence des chats et des chiens, s'agit-il de ceux de la planète entière ou juste d'un pays particulier ? Considère-t-on les animaux sauvages ou pas ? Mes questions t'embêtent, mais il faut être précis, car les choix réalisés ici vont évidemment impacter tes résultats. Quand on annonce dans la presse que le salaire moyen est 4 000 € en Belgique, l'attente du lecteur est évidemment que cette moyenne ait été calculée sur l'ensemble des 5 millions de travailleurs du pays. Sauf que, problème, quand on lit les petits caractères du rapport annuel de Statbel sur le sujet, on déchante vite. Cette analyse se limite aux salariés employés à temps plein. Ah, déjà, rien que ça change tout, parce que les travailleurs à temps partiel, c'est 25% du total, qui est donc exclu de l'analyse. Mais ce n'est pas tout. L'analyse se limite aux entreprises occupant au moins 10 personnes. Exit donc les entreprises de moins de 10 personnes, ce qui représente 1 million de travailleurs. Oups. L'exclusion concerne aussi certains secteurs comme l'agriculture et la pêche. Bon, ça je suppose que ça représente pas grand monde, donc tant pis. Les administrations publiques. Ah. L'enseignement. Oui, les soins de santé et les autres services aux personnes. Quoi, sérieusement ? En fait, sur les 5 millions de travailleurs du pays, tu sais combien sont vraiment analysés dans le rapport annuel de Statbel, Bambou ? 2 millions. En soi, ce n'est pas grave, mais qu'on se le dise. Ce graphique, qui compare le salaire des hommes et des femmes, par exemple, il ne concerne que les gens à la fois à temps plein et dans le secteur privé, et ça n'offre donc pas une vue d'ensemble sur ce qui se passe chez tous les travailleurs féminins et masculins. De même, quand la presse parle du salaire moyen des Belges, attention, si c'est basé sur le rapport de Statbel, ça ne concerne en fait que 2 travailleurs sur 5. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Bambou ? Ton étude visant à prouver la supériorité des chats sur les chiens ne tourne pas comme tu veux. Écoute, j'ai un peu creusé les nombres et il s'avère que les chats sans poil tirent la moyenne vers le bas. Tu n'as donc qu'à écrire quelque part en petits caractères que les chats sans poil ne sont pas vraiment des chats. Tu les sors de ton étude et hop, le tour est joué. Si on en croit la SNCB, la Société nationale des chemins de fer belges, la ponctualité sur le rail belge en 2025 se porte bien, en tout cas comparé à 2024. Tiens, mais ces pourcentages de ponctualité là, c'est quoi au juste ? Le pourcentage de trains ou de passagers à l'heure ? Le choix de ce qu'on appelle l'unité d'observation n'est pas anodin, capable d'impacter massivement les conclusions. Démonstration. Nous sommes au poste frontière vers le Royaume-Uni et on désire étudier le phénomène des temps d'attente en raison des contrôles. Proposition. Toutes les heures, on regarde le temps moyen d'attente pour passer le poste frontière. Aujourd'hui, sur 10 heures au total, on a relevé 9 heures durant lesquelles le temps d'attente était de 5 minutes, et 1 heure où, malheureusement, le temps d'attente était de 30 minutes en moyenne. Un excellent bilan selon le poste frontière qui déclare en fin de journée, pendant 90% de la journée, le temps d'attente a été de moins de 5 minutes. Pourtant, une autre façon d'aborder le bazar va nous donner une image fort différente de cette même journée. Durant 9 des 10 heures de la journée, on constate une activité faible, avec à peine 1 millier de personnes passant le poste frontière par heure. Mais il y a eu 1 heure de pointe, durant laquelle plus de 9000 personnes, autant que durant tout le reste de la journée, ont voulu passer. Durant cette heure-là, ça a été le bordel, avec des temps d'attente explosifs. Bilan, sur 18 000 personnes au total, 9000 ont longtemps attendu, c'est-à-dire 1 personne sur 2. Oups. La différence essentielle entre les deux approches, c'est l'unité d'observation. Dans le premier cas, l'unité d'observation est l'heure de la journée, alors que dans le second, c'est l'être humain. Et s'il n'y a mathématiquement pas d'erreur dans l'une ou l'autre façon d'aborder le problème, il est recommandé de mettre l'humain au centre des préoccupations. Raison pour laquelle la SNCB a bien sûr décidé de prendre le train comme unité d'observation. Bon, après, pour leur défense, c'est techniquement plus simple de suivre quelques milliers de trajets de train par jour, plutôt que des centaines de milliers de passagers.
N'empêche qu'en attendant, avec le train à communauté d'observation, c'est plus facile d'avoir de bons chiffres de ponctualité qu'avec les gens. Supposons qu'une fois par heure, un train circule de Bruxelles à Namur, 16 fois par jour au total. Et aujourd'hui, seuls 2 de ces 16 trains ont accusé un retard sérieux. Le pourcentage de trains à l'heure est donc 14 sur 16, 87,5%, pas trop mal. Sauf que à y regarder de plus près, les 2 trains en retard l'ont été aux heures de pointe. Ces 2 trains étaient bourrés de passagers, contrairement aux autres trains qui certes étaient à l'heure mais ne transportaient pas grand monde. Bilan, au niveau des passagers, près de la moitié sont arrivés en retard à leur destination ce jour-là. Mais ce n'est pas tout bambou. La SNCB joue aussi sur la population cible. En Belgique, environ 3500 trajets sont réalisés d'un point A à un point B tous les jours. Quand on nous dit que la ponctualité a été de 90% sur le réseau, l'attente est donc que 90% des 3500 trajets ont été réalisés sans retard. Sauf que, chaque jour, certains trains sont annulés, c'est-à-dire ne réalisent pas le trajet prévu ou abandonnent en cours de route, mettant dans l'embarras de très nombreux voyageurs. Sais-tu comment ces trains particuliers sont pris en compte dans les stats de ponctualité ? Très simple, ils ne le sont pas. Pour la SNCB, un train annulé n'a jamais existé et sort donc des stats officielles. Un peu comme toi Bambou quand tu as sorti les chats sans poils de tes propres statistiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu ou de commenter la vidéo si vous l'avez appréciée.